Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe. Le citoyen a-t-il son mot à dire? En tout cas, la participation citoyenne est devenue très à la mode, que ce soit au niveau européen ou dans une région comme Bruxelles. On va en parler avec Guy Verhofstadt, aujourd'hui député européen, et qui va coordonner une grande consultation populaire sur l'avenir de l'Europe. Et avec Isabelle Loots, journaliste et citoyenne engagée, voici Station Europe. Et on se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles en respectant bien sûr les règles sanitaires. Et pour commencer, je vous présente Isabelle Loots. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous avez écrit dans plusieurs magazines, Le Vif l'Express, dans Médor. Vous êtes également écrivaine. Vous avez notamment publié un livre, une grande enquête sur les séquelles environnementales de la guerre 14-18. Et les questions environnementales, c'est un peu votre dada ou votre obsession, et vous dites vous-même que vous êtes une citoyenne engagée. Ça veut dire quoi, citoyenne engagée ? Alors pour moi, être une citoyenne engagée, c'est peut-être avant tout ne pas être une citoyenne résignée. Et donc c'est pas un grand mot, c'est simplement l'idée non pas de défendre des valeurs ou d'être absolument en lutte pour sauvegarder quelque chose, mais plutôt d'essayer de mettre en œuvre les valeurs auxquelles je crois au quotidien dans tout ce que je fais. C'est-à-dire autant dans mon travail que dans les autres facettes de la vie, que ce soit comme maman ou simplement voilà, comme kidam, comme simple citoyenne dans tout ce que je fais. Et par exemple, les questions environnementales vous préoccupent. Vous êtes allé manifester pour le climat quand on pouvait encore manifester ? Oui, j'ai manifesté pour le climat. Mais pas uniquement pour le climat. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir être peut-être à la croisée des luttes. Et j'ai aussi manifesté avec les Gilets jaunes, par exemple. Et quand on descend dans la rue, on peut faire pression sur les politiques ? Je pense que c'est indispensable. Je pense que l'agora citoyenne, la première agora citoyenne, je pense que c'est la rue. Et plus que jamais, il y a un enjeu à pouvoir se retrouver au moins quelque part. Enfin, on vient de traverser une année entière où les lieux de discussion se sont raréfiés au maximum et où même se réunir dans la rue est devenu très compliqué. Or, sans la pression de la rue, je ne pense pas qu'il y ait moyen aujourd'hui d'influencer durablement la politique. Par exemple, le climat, si c'est devenu une priorité pour beaucoup de politiques, y compris ici au Parlement européen, selon vous, c'est cette pression de la rue qui a fait bouger les choses ? Et qui ne l'a pas encore fait suffisamment bouger. Donc là, on a une forme de décalage parce que je pense que la population, par le succès de ces marches pour le climat, et pas que de ces marches pour le climat, mais d'initiatives citoyennes qui se prennent sur la thématique du climat ou de l'environnement de manière plus générale. Il y a quand même un Green Deal, un pacte vert pour l'Europe. Oui, mais est-ce qu'il correspond à ce que les citoyens demandent ? Rien n'est moins sûr. Parce que ce qu'on est en train de proposer aujourd'hui, je pense que c'est une verdurisation des politiques sans qu'il y ait un changement fondamental de la direction dans laquelle on va. Donc on est en train de promouvoir notamment toutes les technologies vertes sous prétexte qu'elles vont permettre une réduction des émissions de CO2. Or, pour moi, la politique et l'horizon politique vers lequel on devrait tendre, et je pense qu'on est de nombreux citoyens, de plus en plus de nombreux citoyens à le penser, c'est pas juste une verdurisation saupoudrer du vert partout, c'est pouvoir remettre en cause cette orientation vers une société toujours plus technologique et toujours axée sur la consommation. Dans le même temps, on est en train de poursuivre une politique qui impose finalement aux citoyens l'extension de la 5G, par exemple, sur l'ensemble du continent. Le citoyen n'a pas été demandeur de bénéficier de cette 5G. Et on nous promet aujourd'hui, en fait, que la 5G n'aura pas d'impact. Mais la 5G, en termes rien que de consommation,
d'électricité va faire doubler la consommation électrique des réseaux d'ici 2030. Donc on est face à une politique qui n'est pas suffisamment ciblée. Il n'y a pas un objectif suffisamment clair. On continue dans une voie de développement axée sur la consommation, tout simplement. Alors précisément, la 5G est l'objet d'un débat actuellement au Parlement de la région bruxelloise. Et une commission spéciale a été créée avec 45 citoyens tirés au sort et 15 parlementaires qui vont pouvoir faire des recommandations sur la manière dont on va introduire en région bruxelloise la 5G. Ça, c'est de la démocratie directe. Vous applaudissez ou encore des réserves? Alors, moi, je pense que toutes ces commissions, elles sont importantes. C'est très bien qu'elles puissent se mettre en place et il faut qu'elles existent. Encore, je pense qu'elles ne sont pas nécessairement suffisantes. Il faudra voir ce qui peut en ressortir. En général, ce n'est pas contraignant. C'est-à-dire qu'on demande, et c'est très à la mode, surtout ces dernières années, on a compris qu'il fallait demander son avis aux citoyens, que c'était facilitateur, finalement, des projets. Mais, donc c'est de la poudre aux yeux. Est-ce que, en fait, en gros, dans la plupart des commissions qui se montent de cette manière-là, on ne propose pas aux citoyens de se prononcer sur le bien fondé même du projet. En général, on propose d'aménager la manière dont ce projet va se passer. C'est comme si on nous proposait de choisir la couleur du papier peint. En général, ça se réduit à ça. Et il n'est même pas sûr qu'à la fin de la commission, si tout le monde est tombé d'accord si tous les citoyens sont tombés d'accord sur une couleur de papier peint et que ça ne convient pas nécessairement, c'est pas du tout sûr que ce sera celle-là qui sera choisie. Donc, on est dans... Ces commissions, à mon sens, elles doivent exister, elles ne vont pas suffisamment loin. Et la pression de la rue et le fait que les citoyens puissent se faire entendre et mettre des pressions par d'autres façons reste indispensable. Alors, Isabelle Loots, on va recevoir dans quelques instants Guy Verhofstadt, député européen, qui va coordonner une grande consultation populaire sur l'avenir de l'Europe. Mais avant cela, je propose de regarder un petit clip, un extrait d'une vidéo qui a été produite par le bureau belge du Parlement européen et qui a demandé à Pablo Andrés, un comédien bruxellois, de dire quelle était sa vision de l'Europe. On regarde. C'est pourtant très simple. Il y a la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil des ministres de l'Union européenne, le Conseil européen, la Cour de justice de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, la présidence tournante. Je comprends pas tout. Bon, ok, je vous l'accorde, c'est un petit peu compliqué. Surtout pour nous les Belges qui sommes habitués à un système politique très simple. Ah, l'Union, moi, on m'avait dit que c'était le home de la politique. C'est là qu'on place les vieux et qu'on va plus les voir, hein. Oui, on fait des ventes sur l'Europe. Mais l'Europe, c'est comme la Belgique. Elle sait rire d'elle. L'Europe, c'est plein de petits pays qui se disent ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est plus grand. C'est moi, oui, 100 balles, là. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais l'Europe, c'est comme une famille. On est là pour célébrer les victoires et pour partager les fardeaux quand les temps sont durs. On parle peut-être pas la même langue, mais on partage le même discours. Le discours de la victoire et de la fierté. Celui de l'amour et de l'espoir. Oui, 100 balles. Ouais. Moi, je vais y aller. Hein. Je vais vous laisser avec... Sacré Pablo Andrés. Et on va accueillir à présent Guy Verhofstadt, député européen. Guy Verhofstadt, merci d'être avec nous. Merci de nous rejoindre. Je vous présente Isabelle Loots, que vous pouvez saluer de loin, bien sûr. Et on est très content de vous avoir avec nous parce que vous allez coprésider, coordonner la grande conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors, le mot peut-être mal choisi parce que le mot conférence donne l'impression que ce sont les dirigeants européens qui vont faire la leçon aux citoyens et c'est exactement l'inverse. Ce sont les citoyens européens qui vont faire la leçon aux dirigeants européens. C'est une grande consultation populaire. Oui, c'est quelque chose de différent quand même qu'une consultation populaire. C'est une participation des citoyens sur Internet. Il y a une plateforme de la conférence sur laquelle tous les citoyens peuvent participer au débat. Et puis, de l'autre côté, il va y avoir 4 conventions citoyennes. Ce sont chaque fois 200 citoyens qui ont été choisis. Et ces gens vont se réunir plusieurs fois au courant de l'année 2021 et puis nous donner leurs recommandations, leurs propositions, leurs souhaits pour l'avenir de l'Europe. Et ce sera alors
aux dirigeants européens, aux représentants du Parlement européen, des parlements nationaux, du Conseil européen et de la Commission, de répondre à ces souhaits et à ces recommandations, en disant qu'est-ce qu'il faut changer en Europe pour que ça devienne une réalité, ce souhait ou cette recommandation des citoyens. Voilà en fait l'exercice qu'on va faire. Donc on va demander aux citoyens de dire dans quelle Europe ils souhaitent vivre. Exactement. Il y a 9 thèmes qui sont proposés et un 10e au choix, au libre choix des citoyens en fait, européens. tous les compétences de l'Union et tous les défis, je dirais, la santé, le climat, la santé, migration, la démocratie européenne, qu'est-ce qu'il faut changer. Et donc, ce qui est unique, naturellement, c'est pour la première fois que les 3 institutions européennes organisent ça ensemble. Parce que jusqu'ici, c'était chaque fois où le Conseil qui faisait quelque chose, ou le Parlement qui faisait quelque chose. La première fois que les 3 institutions, ensemble avec les parlements nationaux, parce que de chaque pays, de chaque parlement national vont être envoyés 4 représentants, c'est la première fois qu'on fait ça ensemble. Et ce sera donc, pour moi, si on réussit, d'avoir des conclusions, des propositions de réforme, ce sera difficile après de nier qu'il faut les faire. Puisque ce sont les 3 institutions avec les parlements nationaux sur base des recommandations des citoyens qui ont créé ce rapport, qui ont créé ces conclusions et qui sont à la base, en fait, de ces propositions des réformes dans l'Union. Mais ça ne va pas être une grande usine à gaz, parce que imaginons que la moitié des citoyens réclament l'ouverture des frontières, une Europe plus accueillante, et l'autre moitié réclame la fermeture des frontières. Non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner, parce que dans les conventions citoyennes, ils doivent prendre des décisions entre eux. Donc il va y avoir des propositions univoques du côté de ces conventions citoyennes envers la conférence, envers la plénière de la conférence. Puis, il faut aussi ajouter, ces représentants des conventions citoyennes vont être présents au moment où on prend les décisions. Donc, ils vont pouvoir réagir en disant, écoute, ce que vous proposez là, ça ne répond pas aux souhaits, à la demande, à la recommandation des citoyens. Donc, c'est assez unique. C'est pas une sorte de communication par les citoyens, une consultation unilatérale. C'est vraiment une participation active des citoyens qu'on cherche. Et ce que moi, personnellement, je cherche là-dedans, c'est de créer comme ça une sorte de pression envers toutes les institutions, mais plus particulièrement de la pression envers les États membres pour accepter des choses que jusqu'ici, ils n'ont jamais acceptées. Par exemple, la fin de l'unanimité dans la politique des affaires étrangères. Ouais. Aujourd'hui, quand on voit s'il y a le conflit israélo-palestinien, on ne peut pas le résoudre. Pourquoi ? Parce que il y a l'unanimité dans le Conseil. Quand il y a un pays qui bloque sur un dossier, tout est bloqué. Voilà. Isabelle Loots, alors voilà, vous êtes une citoyenne engagée. Je pense que vous venez de vous inscrire sur la plateforme. Vous trouvez que c'est bien ou pas bien ? De toute façon, je trouve que c'est bien. Je salue toute initiative qui va dans le sens du fait d'entendre le citoyen et de créer un espace de discussion. Je pense que c'est essentiel. Après, j'avais plusieurs questions, notamment sur le choix des citoyens qui auront l'occasion de participer à la plénière. Comment est-ce qu'il s'établit ? Est-ce que c'est un tirage au sort ? Et puis aussi, malgré tout, la manière dont cet outil, même s'il donne la parole aux citoyens, ça reste un outil principalement numérique. Donc j'avais un petit peu la question qui était de se dire, mais en fait, aujourd'hui, il existe déjà toute une série d'associations, de plateformes citoyennes, d'agora, où les citoyens demandent déjà, essayent déjà de faire entendre leur voix. Oui, mais ça ne leur donne pas la possibilité de participer à la discussion, au débat et à la prise de décision. Voilà, c'est ça qui va changer. Voilà. En plus, toutes ces organisations dont on parle vont être présentes aussi. Donc il y a pas mal. Donc en tout, la plénière, ce sera 450 personnes, dont aussi quelques dizaines qui représentent la société civile, le mouvement européen, les différentes organisations citoyennes qui s'occupent de l'Union. Et quand il s'agit de la sélection de ces 200, parce qu'il y en a 4 conventions citoyennes qu'on va organiser avec 200 participants, c'est purement une organisation professionnelle, Kantar, qui fait la sélection sur base scientifique. Donc ils vont faire une sélection
sur base de géographie, d'âge, etc., pour avoir 200 personnes qui vraiment représentent la société et les citoyens. Et deuxièmement, il va y avoir une surreprésentation, je dirais, des jeunes. Donc les jeunes vont entre 16 et 25 ans vont avoir un tiers des places. Pourquoi? Parce que quand on voit la population, on voit qu'un tiers, ce sont des jeunes. En fait, c'est un peu difficile d'inviter des jeunes de 2 ans, 3 ans ou 4 ans à nos travaux. Et pour cette raison, on a décidé qu'un tiers de ces conventions citoyennes vont être des jeunes entre 16 et 25 ans. Isabelle Loots, vous aimeriez changer quoi dans l'Europe? Beaucoup de choses. Maintenant, en allant, j'ai une grande liste et en allant visiter un petit peu le site, mais vous avez déjà un peu répondu à la question, c'était la place accordée à la jeunesse, parce qu'en voyant les thèmes tels qu'ils sont proposés sur le site, la jeunesse est mise en fin de liste, mais dans un même package avec la culture, l'éducation et les sports, comme si ça faisait un package avec tout le reste, tout ce qui était un petit peu le non marchand. Et bon, on sort d'une année qui nous a tous énormément éprouvés, mais qui a poussé chaque citoyen à se poser des questions sur ce qui est important aujourd'hui dans ce qu'il a envie de préserver ou bien d'offrir à ses enfants dans le futur. Je pense qu'on est dans une époque où beaucoup de parents imaginent, et c'est une première dans l'histoire, où les parents imaginent que l'avenir de leurs enfants sera pire que leur propre vie. Ça, on est quand même par rapport à ça dans une période particulière. Donc moi, j'aurais mis la jeunesse en premier et peut-être le rapport, quelque chose qui n'arrive pas du tout dans ce qui est proposé comme réflexion, une réflexion sur le temps et sur l'argent. Donc carrément sur les fondements, c'est-à-dire quels fondements dans la réflexion vous proposez. Il y a notamment aussi l'idée de défendre le mode de vie européen. J'ai du mal à identifier aujourd'hui quel est le mode de vie européen parce qu'il est multiple et qu'il y en a un majeur, par contre, qui est, à mon sens, un mode de vie qui s'est beaucoup américanisé au cours des 50 dernières années. Donc, moi, je dirais, ce que j'aurais envie de faire, c'est de faire ce que j'ai fait notamment avec les Gilets jaunes, mais pas uniquement, au sein du mouvement climat, mais de définir un grand horizon qui n'est pas axé uniquement sur l'économie, mais peut-être sur les choses fondamentales du type l'éducation, l'environnement, je pense, qui est majeur, et qui n'est pas juste comment on peut continuer une poursuite dans une voie économique de productivité, simplement en disant qu'on va prendre quand même soin de l'environnement et éviter que les choses s'effondrent. Donc, il y a un cap peut-être, et mon sentiment aujourd'hui, mais ce n'est peut-être pas celui de l'ensemble de la population, c'est qu'il y a une sorte de dichotomie en fait entre ce que le citoyen veut. Moi, je ramène ça aux questions de bien-être, de soins de santé, d'éducation, d'accès à la nature et à l'environnement, de justice sociale, et cette poursuite vers une économie productiviste en fait. Tout à fait. Mais tout ça peut être discuté donc, sur la plateforme. Et donc, il y a une partie du plateforme concerne le changement climatique, une autre partie concerne la santé publique, une autre partie concerne l'économie, une autre partie la digitalisation. Parce que c'est vrai que quel est le mode de vie en Europe pour le moment les médias sociaux jouent un rôle important et ces médias sociaux, pour le moment, oui, c'est quoi? Ce sont des firmes multinationales américaines qui utilisent nos données pour faire du profit dans le monde. Mais moi, je n'aime pas non plus l'inverse, le modèle chinois, où on va qui est en train de se développer aussi, où on veut contrôler les gens avec les médias sociaux et sur Internet et avec l'intelligence artificielle. Et alors, on doit se demander quel est le modèle européen. Il n'existe pas pour le moment, disons-le. On utilise le modèle américain et on est peut-être, on a tendance à tomber peut-être dans le piège du modèle chinois. C'est intéressant parce qu'il y a un eurobaromètre qui vient d'être publié aujourd'hui qui indique que 75% des Européens souhaitent en fait
plus d'Europe et une Europe qui soit plus présente face à certaines crises. Exactement, il y a deux tendances là-dedans qui ne sont pas contradictoires. Les eurosceptiques pensent qu'ils sont contradictoires. Les gens sont en faveur de l'Europe, mais ils disent, pour le moment, ce n'est pas ça que l'Europe délivre. Donc ils ont une attente énorme de l'Europe parce qu'ils savent très bien que notre avenir, c'est au niveau européen que ça va se faire pour défendre notre mode de vie, pour défendre nos intérêts, pour défendre... Et ça, on l'a vu avec la crise du Covid-19 en particulier. Par exemple, et parce que Covid, la santé publique, ce n'était pas une compétence de l'Union européenne. Maintenant, tout le monde dit que ça doit être une compétence de l'Union européenne. Mais les gens sont très critiques. Ils disent, oui, ce n'est pas l'Europe comme il fonctionne aujourd'hui qui répond à nos attentes. C'est ça la réalité. Et donc, on a vu ça avec le Brexit. Après le Brexit, on avait dit, écoute, c'est le début. Après, ce sont les Danois qui vont sortir, le Dexit, les Hollandais qui vont sortir, le Nexit, les Français qui vont sortir, le Frexit. Et on a vu exactement l'inverse. Les gens ne veulent pas sortir de l'Union. Ils sont pro-européens, mais ils sont très critiques, à juste titre, je dirais, de la façon dont ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. On a parlé de la politique étrangère avec l'unanimité. On pourrait parler de Sofagate, quand même une grande aussi crise qui n'a pas été résolue. Kissinger posait la question, je ne sais pas à quel Européen je dois téléphoner. Pour le moment, ils ne savent pas non plus, les Américains, à qui ils doivent téléphoner. Troisièmement, tout le monde digital, dont, on est submergé avec les modèles des autres, mais on n'a pas notre propre politique, stratégie pour le faire. Une manque d'autonomie stratégique aussi, je dirais, au niveau économique. Tout ça, c'est clair que les gens veulent qu'on réponde à ces attentes, qu'ils pensent que c'est l'Europe qui peut le faire, mais ils ne le voient pas, ou pas assez. Il y a des signes positifs aussi. Je ne vais pas être trop négatif. Par exemple, le fonds de redressement qui a été créé, pour la première fois, on a eu une bonne réaction après la crise ou les retombées économiques le fameux plan de 750 milliards. Avec le fonds de 750, c'est pour la première fois qu'on va faire quoi? Des obligations européennes. Vous vous rappelez, Germain, combien de fois j'ai parlé des obligations européennes? On a toujours dit impossible, ça ne va pas se faire, on ne peut pas faire ça au niveau européen. Maintenant, on l'a fait. Donc c'est peut-être le début d'une évolution positive. Mais c'est clair que c'est pas assez. Il y a, quand je vois par exemple la manière dont on va maintenant réouvrir les frontières d'une manière désordonnée, je m'excuse, désordonnée, parce que ce sera différent d'un pays à un autre pays. On va avoir peut-être un certificat, espérons-le, mais est-ce que ça va avoir le même effet dans les différents pays, ce certificat? C'est ça quand même la question de base qui se pose. Donc il y a pas mal de travail à faire et je pense qu'avec les trois institutions ensemble, avec l'implication des parlements nationaux, mais surtout avec la participation active des citoyens, ce sera difficile après de dire quand il y a des conclusions, écoute, on n'était pas là, on ne va pas les suivre, les gens ne veulent pas ça. C'est ça qu'on veut créer, une sorte de pression qui est si grande que ce sera impossible pour les hommes politiques de l'avenir d'éviter ces réformes. Mais c'est vrai, il faut encore augmenter le degré de participation. Donc, parce que pour le moment, j'ai regardé, il y a 7500 participants à la plateforme. Non, vous avez regardé il y a un certain temps, parce que pour le moment, il y a 15 000. Donc, ou 15 000. Oui, votre info... Bon, 15 000, d'accord. 15 000, mais 450 millions d'habitants... Exactement. C'est aussi le réflexe que moi j'ai. Donc, en disant, écoute, c'est très bien qu'il y a 15 000, peut-être 20 000 maintenant déjà gens qui participent, mais c'est pas encore des millions de gens. Moi, personnellement, j'ai un Facebook page et un Twitter page qui est suivi par 700 000 et presque 1 million de personnes. Donc, il faut tout mettre en perspective. Mais ce qui est le plus important, c'est que ce qui se passe sur la plateforme va être traduit dans des propositions, dans des positions qui vont être données comme matière première, je dirais,
pour les débats dans les conventions citoyennes. C'est comme ça. Donc, ce qui se passe sur la plateforme ne va pas disparaître comme ça. Va être la base pour les discussions dans les conventions citoyennes. Alors, il faut dire que le site de la plateforme n'est pas si facile que ça à trouver. Le plus simple, c'est d'ailleurs d'aller sur le site du Parlement européen. Hein, l'adresse va apparaître, europarl.europa.eu. Et en cherchant un petit peu, on va tomber effectivement sur la plateforme. Encore une réaction, Ce que je voulais dire, c'est que malgré tout, ceux qui ont accès à ce type de plateforme, ce n'est qu'une partie de la population aujourd'hui. Ça, c'est la première remarque. Hein. Tout le monde n'est pas sur numérisé. Les médias sociaux, vous voulez dire. Pas que les médias sociaux, mais je veux dire Parce que en fait, ce qu'on a organisé, c'est un médium social. Hein. Oui, bien sûr. La plateforme, c'est comme le Facebook de la conférence. Et vous voulez dire que c'est un peu élitiste, cette plateforme? D'une part, premièrement. D'autre part, pour pratiquer les réseaux sociaux et les débats sur les réseaux sociaux, je pense qu'ils sont toujours extrêmement limités. C'est-à-dire que le langage et ce qu'il y a moyen de faire passer et la vraie discussion est souvent limité. C'est un constat qu'on ne peut que faire une fois qu'on y touche. Et donc, il y a toujours ce besoin quand même de simplement pouvoir être dans une véritable rencontre. Il y a des choses qui passent dans la vie réelle qui ne passent pas au travers de ça. Et puis, si on prend pour modèle certains types d'expériences de démocratie participative, eh bien, ça démarre par de très larges assemblées, vraiment d'abord de terrain, pour faire remonter petit à petit et faire en sorte que ce qui est mis en discussion comme proposition finale émane vraiment à chaque fois de conventions qui se regroupent en fait. Et donc là, je dirais que sur le modèle... On le fait avec la plateforme, et la plateforme est alors la base pour les conventions citoyennes. Donc, moi j'espère que finalement, il y aura quand même... s'il y a plusieurs dizaines de milliers de citoyens qui participent aux plateformes, on a quand même une base réelle pour le travail dans la Convention citoyenne. Donc, est-ce que ça va donner des résultats? Bon, oui, c'est un exercice inédit. On n'a jamais fait ça au niveau européen. Alors, très vite, à côté de vous, une bonne question, une mauvaise question. Vous prenez laquelle? La bonne. La bonne question, et vous la lisez. C'est mis dessus. Moi, je pensais qu'il fallait... Vous la lisez à haute voix et sans crainte. Oui, il faut supprimer le siège de Strasbourg. Voilà. Oh. On va y retourner. En tout cas, ça ne se fera pas. Parce que les traités sont clairs, il faut l'unanimité. Et la France ne va jamais l'accepter. Bon. Donc, c'est une question... Ouais. Si les citoyens réclament et demandent effectivement la suppression du siège de Strasbourg... Ça sera dans les conclusions. Ça sera dans les conclusions. Merci Guy Verhofstadt, merci Isabelle Lotz de vous être arrêtée à la Station Europe. Merci à Pascal Simard et à l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Station Europe.